Bonjour et bienvenue dans Et tu fais quoi dans la vie, l'émission qui part à la rencontre de celles et ceux qui nous racontent leur métier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine. Salut Flavie. Bienvenue Antoine et merci d'avoir accepté de venir nous parler de ton chouette métier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse un peu connaissance. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et nous dire qui tu es ? Moi c'est Antoine, j'ai 3 enfants, je suis marié, je vis dans le plus beau village du monde, dans le Beaujolais. Dans la vraie vie on m'appelle l'homme en short, mais pas dans la vie professionnelle. Donc l'homme en short, tu fais quoi dans la vie ? Moi je suis responsable grand compte international dans l'industrie. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier de responsable grand compte international ? C'est quoi ton rôle ? Alors c'est une très bonne question. Mon rôle principal, moi, c'est de développer et de fidéliser des clients stratégiques. Mais concrètement au quotidien, ça veut surtout dire prendre des commandes, d'être support de mes collègues qui sont dans nos filiales, d'être support des forces de vente et d'interagir avec tous les services de l'entreprise. Et c'est vrai, quand on entend grand compte international, ça impressionne un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'on appelle un grand compte ? Ouais, alors cette définition, elle varie selon les entreprises. Dans mon entreprise actuelle, concrètement, un grand compte, c'est un compte à qui on vend beaucoup, donc qui nous rapporte de l'argent, qui est multicontinent, donc qui a des usines de fabrication un peu partout dans le monde, là où on a des filiales, et surtout qui est sur un marché porteur et qui gagne de l'argent. Peux-tu nous expliquer quel a été ton cheminement et ce qui t'a amené à choisir cette voie ? Après le bac, j'ai fait un DUT plutôt mécanique, plutôt technique. Ensuite, à la suite de ce DUT, j'ai fait une école d'ingénierie d'affaires. Ce qui m'a amené à mon premier job où j'étais plutôt entre le commercial et le chargé d'affaires ou le chef de projet sur des sujets d'automatisation et de robotisation de processus. À la suite de cette entreprise-là, j'ai décidé de partir vers autre chose. Et avec ma femme, on a décidé de changer de région. Et on est arrivé dans la région lyonnaise pour mon entreprise actuelle. Et le poste de responsable grand compte international est venu un peu par hasard. Je cherchais toujours dans le commerce et ce poste est arrivé. Et la grosse différence entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant ? Globalement, j'avais beaucoup plus de technique avant. Aujourd'hui, c'est vraiment un poste commercial et il y a cette dimension internationale que je n'avais pas. Avant, j'étais plutôt sur un poste français, sur périmètre France. Et aujourd'hui, j'ai un poste plutôt global sur périmètre monde. Alors, c'est vrai que tu exerces ce métier donc, au quotidien. Nous, c'est un peu plus flou pour nous. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble une journée type pour toi ? Avec qui tu travailles ? Est-ce que c'est un métier plutôt solo, collectif ? Explique-nous. Alors, des journées types, il n'y en a pas vraiment dans le boulot. Ça va dépendre des besoins clients, des réponses à appel d'offres ou à demande ou à cahier des charges clients. Mais concrètement, ça va être beaucoup d'interactions avec les différents services de l'entreprise, beaucoup d'interactions aussi avec mes clients. Sur les gros clients, je vais avoir des réunions plusieurs fois par semaine sur des sujets bien précis avec les mêmes interlocuteurs toutes les semaines pour qu'on voit l'avancement des projets, les futurs projets et tout ce qui a trait à ce client. Pour faire une analogie foot, quand on est, même si c'est pas vraiment mon sport de prédilection, le responsable grand compte, il va être plutôt milieu de terrain. Il va pas être là pour marquer des buts, il va pas être là pour faire que de la technique, mais il va faire en sorte que les commerciaux terrain prennent des commandes et il va accompagner tout le monde dans cette... D'accord, donc plutôt une âme de chef d'orchestre. Exactement, c'est bien résumé. D'accord, donc vous n'êtes pas forcément sur le terrain, vous n'allez pas à la recherche de nouveaux clients, vous avez des comptes déjà définis et vous devez les faire vivre et les faire prospérer. Oui et non. Il y a toute une partie, ça va être des comptes qui vont être attitrés, qu'il faut développer. Il y a plusieurs développements différents. Par exemple, si on prend un compte dans l'industrie automobile comme Renault ou Stellantis, aujourd'hui, si on est présent en France, c'est bien. Mais le but du grand compte, ça va être d'essayer de développer les activités dans tous les sites dans le monde entier, faire du développement de compte. Et ensuite, on a aussi une partie prospection et définition de nouvelles cibles pour développer aussi la partie commerce sur d'autres comptes qui vont devenir des grands comptes dans le futur. Ok, donc vous chassez quand même un peu. Ouais, et on chasse de plus en plus. Parce qu'on est dans une conjoncture qui est un peu compliquée, donc c'est difficile de rester sur ses acquis et de se dire mes clients actuels vont me porter jusqu'à la fin des temps. Là où hier c'était 80% de temps de développement de compte et 20% de prospection, aujourd'hui on est plus vers du 50-50. Et quand on parle international, c'est vrai qu'on imagine pas mal de déplacements, de rendez-vous, de négociations. Est-ce qu'il y a des différences culturelles selon toi, des façons de négocier qui t'ont marqué selon les pays ou les clients ? Alors il y a
En effet, beaucoup de déplacements, beaucoup de cultures différentes et beaucoup de façons de travailler différentes. On n'adresse pas des clients asiatiques comme des clients nord-américains, comme des clients français. Au-delà de la partie négociation, où on est surtout, nous, avec des contacts internationaux, donc qui travaillent quand même de façon un peu standardisée internationale, on a aussi nos équipes commerciales chez nos filiales, donc Amérique du Nord, Europe et Asie. Et on ne va pas demander de faire quelque chose à un Américain de la même façon qu'on va le demander à un Chinois. Culturellement, pour prendre un exemple, côté asiatique, les personnes font sans dire qu'ils font. Côté Nord-Amérique, ils vont te dire qu'ils font avant de faire. Il faut l'intégrer dans les plans d'action qu'on fait de développement des comptes. Ok, c'est le fake it until you make it. Exactement. Un peu plus d'humilité côté asiatique, si j'entends. Exactement. Ok, c'est intéressant donc du coup de devoir jongler aussi là-dessus, il faut être assez fin. Peux-tu nous dire comment on crée la confiance avec ses clients? Parce que du coup, parfois tu es en présentiel, j'imagine, parfois c'est à l'autre bout du monde. Comment ça fonctionne? Alors, ça va être plutôt de mon côté et de mon ressenti à moi, parce que je pense que chaque responsable grand compte a ses tips. Mais moi, ma façon de faire, c'est de laisser parler mon client, de l'écouter réellement, faire de l'écoute active et comprendre ce qu'il veut, répondre à ses demandes et pas chercher à briller. Il faut faire briller le client. Il faut qu'il se sente bien avec nous et c'est comme ça que moi je crée des relations professionnelles qui sont durables et qui sont essentielles dans mon métier. Savoir déceler les atouts de son client et les valoriser. Et puis surtout ça se construit dans la durée. Et puis il faut avoir en tête qu'on bâtit la relation pour une durée longue. Ok. Et quand on travaille avec des gros enjeux comme ça, parfois sur plusieurs fuseaux horaires, c'est vrai qu'on se demande s'il peut avoir un équilibre pro-perso facile. Est-ce qu'on arrive à décrocher quand on fait ce métier-là? Honnêtement, dans ce métier, avec la dimension internationale, il n'y a pas vraiment de... L'équilibre vie pro, vie perso, il n'existe pas vraiment parce que ça s'entremêle. Mais pour ma part, j'ai une facilité, une capacité à switcher de l'un à l'autre très rapidement et facilement. C'est-à-dire qu'en week-end, en vacances, si j'ai une tâche urgente à gérer, je vais la gérer même si je suis en week-end, même si je suis en vacances. Mais une fois que la tâche est gérée, je re-switch direct vers la partie vacances week-end et c'est derrière moi. Bravo d'arriver à couper, c'est pas tout le monde. Qu'est-ce qui fait selon toi du coup un bon responsable grand compte? Pour moi, il y a 4 composantes, si on peut résumer le métier de responsable grand compte à 4 composantes, on va dire. Rester informé, donc des actualités économiques, politiques, la dynamique de marché. La veille, c'est partie intégrante de mon boulot. Être vraiment à l'écoute de ses clients. J'insiste vraiment sur le vraiment parce que c'est pas que de la surface. Il faut vraiment être à l'écoute de ses clients et comprendre quels sont leurs besoins et comment y répondre et leur apporter les bonnes solutions. Être patient. Parce que c'est vrai que le cycle de vente chez les grands comptes, ça peut être très long. Nous, il y a des projets qu'on a initiés maintenant il y a 3 à 4 ans qui commencent à porter leurs fruits. Mais quand on investit, en général, quand on investit 3 à 4 ans dans une relation commerciale pour faire adopter notre solution aux clients, derrière, on est sécurisé pendant les 5 prochaines années avec des ventes récurrentes. Donc c'est intéressant de le prendre, mais il ne faut pas être impatient. Et le 4e point, je pense que c'est la curiosité. Ça va avec l'écoute du client, mais c'est vrai qu'être curieux, essayer de comprendre les enjeux du client, les besoins, sa façon de produire, quels sont les problèmes qu'il peut avoir et ainsi y répondre au mieux. Ouais, puis quand tu dis curieux, en effet, ça rebondit aussi sur l'aspect veille dont tu parlais. Exactement. Est-ce qu'il y a un vrai temps de recherche de veille? Souvent, dans n'importe quel boulot, on a un peu cet aspect, mais il y a rarement du temps vraiment attribué à ça. Est-ce que toi, tu as cette chance-là? C'est inscrit dans ton agenda? Disons que c'est inscrit dans mon agenda parce que j'ai à peu près 40 minutes de route le matin et le soir. Le matin et le soir, c'est du podcast, de la radio et des choses très ciblées, très dédiées. Et c'est plutôt là que je me tiens informé. Ouais, donc ça reste de l'officieux hors Exactement. boulot, mais en attendant, ça sert Voilà. au quotidien. Et à l'inverse, il y a peut-être aussi des traits de caractère ou des erreurs à éviter. Qu'est-ce qui peut faire échouer dans ce type de boulot? Ça va donner un peu écho à la question précédente, c'est faire l'inverse de ce que je viens de décrire. Non, en vrai, pas avoir cette capacité d'écoute, c'est quelque chose qui... Parce que j'ai vu beaucoup de responsables grands comptes différents durant ma carrière. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une écoute qui n'est pas active et qui ont tendance à vouloir trop vendre le produit ou trop aller en avant par rapport au client. Et en général, ça marche pas. Et ça va avec l'autre biais qui est l'impatience. Parce que ça va ensemble. Hein. La non-écoute et l'impatience vont ensemble. Quelqu'un qui veut vendre vite, en one-shot, sans penser au futur, le métier de grand compte n'est pas fait pour lui.
Ouais, donc c'est pas un métier fait pour tout le monde. Non, exactement. Avec le temps, j'imagine qu'on finit forcément par développer une certaine lecture des situations et des personnes, un petit côté profiler. Par exemple, quand tu rencontres aujourd'hui un client important pour la première fois, qu'est-ce que tu observes ou qu'est-ce que tu ressens dans les premières minutes? Si tu peux nous donner quelques tips. Alors, la première chose que je fais, c'est je le laisse parler. Je laisse mener la discussion pour comprendre sa psychologie, pour comprendre quel type de personne il est, et ensuite répondre en adaptant directement mon discours et ma façon de lui parler. Parce qu'il y a des gens, ils aiment briller, ils aiment qu'on les écoute, d'autres qui veulent comprendre les choses, d'autres qui veulent qui se mettent en position d'entre guillemets padawan en se disant c'est mon interlocuteur en face qui a la technique, qui sait. Je vais l'écouter, je vais lui poser des questions. C'est pas des tips fous, mais c'est vraiment essentiel de comprendre la psychologie et la façon d'être et la personnalité de la personne qu'on a en face. Et avec ton expérience aujourd'hui, qu'est-ce que ton métier t'a appris, au-delà de bien écouter? Qu'on peut pas gagner à chaque fois. Et ça, on l'apprend dans la douleur, en général. Et puis, surtout, au-delà de on peut pas gagner à chaque fois, c'est de faire en sorte que chaque défaite ou chaque chose qu'on a perdue apporte quelque chose. Se faire un retour sur expérience, comprendre là où on aurait pu faire différemment et la prochaine fois, pas refaire la même erreur. Est-ce qu'il y a un moment ou un type de moment où tu t'es déjà dit j'adore vraiment mon métier? Je me le dis assez régulièrement. Moi, ce qui m'anime, c'est, comme je disais précédemment, j'ai un tempérament plutôt curieux et j'aime comprendre les choses. Donc, aller dans une nouvelle usine avec un nouveau procédé de fabrication, comprendre comment ça marche, ce qui se passe, quelles sont les problématiques, la façon de produire les choses, c'est hyper intéressant pour moi. Et un fait marquant, c'est la première fois que j'ai visité une usine automobile. On n'imagine pas à quel point une usine automobile, c'est compliqué. Il y a des milliers de personnes qui travaillent. Il y a des centaines de millions de pièces qui sont assemblées. Il y a des milliers de véhicules qui sortent tous les jours. C'est hyper intéressant. C'est impressionnant aussi, ouais. Est-ce que tu penses que ton métier sera encore le même dans 10 ans? Tu as commencé à répondre un peu tout à l'heure en disant que selon les secteurs, mais quand même qu'aujourd'hui, on allait un peu plus vers de la prospection parce qu'il y avait des besoins. Est-ce que ça va évoluer selon toi encore? Clairement. On est, je pense, à un grand virage que le métier a connu, je pense, au moment où Internet, les téléphones portables sont arrivés. Là, on est en train de vivre la même chose avec l'intelligence artificielle qu'aujourd'hui on est en train d'utiliser au quotidien. Pour remettre en perspective, par exemple, une étude de marché, donc liée à la prospection dont on parlait, pour faire une bonne étude de marché, c'était un boulot à plein temps sur pas plusieurs semaines, bien plusieurs mois, pour avoir quelque chose de vraiment intéressant et exploitable. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, en 2 jours, on fait le même travail que ce qu'on faisait en plusieurs mois. Donc, on a une capacité à prendre des décisions plus rapides et pas prendre des décisions aujourd'hui sur la stratégie de pénétration de marché, de prendre la décision sur un feeling. On peut très rapidement vérifier les informations, gérer et crosser un nombre incalculable de données en même temps pour avoir des idées plus claires sur où on doit aller et comment on doit le faire. Donc l'IA est une vraie aide aujourd'hui dans vos boulots. Ouais. Et avec le recul que tu as maintenant, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé ton métier? Alors je me suis posé la question et en fait, pas grand-chose de plus. Parce que je pense que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui et bien dans mon boulot parce que justement, on m'a laissé l'opportunité de me planter. Alors pas de façon énorme, parce que j'ai toujours été... j'ai un responsable qui m'a accompagné et des collègues. Mais je pense que aujourd'hui, si on m'avait donné des tips ou des choses quand j'ai commencé, en plus de ce que j'ai eu, elles ne m'auraient pas été beaucoup utiles parce que je pense que le fait d'apprendre par l'erreur, ça t'amène à un endroit différent que si on t'avait donné tous les leviers. Tous les leviers, quoi. Et si on se projette du côté de la jeunesse, quelqu'un qui vient te voir et qui te dit j'aimerais faire ton métier, ou si tu devais présenter ton métier à un lycéen, qu'est-ce que tu leur dirais pour lui donner ou leur donner envie? Je lui dirais d'abord que c'est un métier, on s'ennuie jamais. Chaque jour est différent. Les rencontres de nouveaux clients, de nouvelles industries, de nouveaux projets, il n'y a rien qui est monotone. Et c'est vraiment ça qui est hyper intéressant. Et le côté international, multiculturel, qui fait que je parle tous les jours avec des Chinois, des Coréens, des Mexicains, des Allemands, des Italiens. Et c'est hyper enrichissant d'un point de vue perso et pro. Et pour terminer, j'aime souvent demander à mes invités quel est le meilleur conseil pro qu'on leur a donné. Alors, il y en a
Il y en a deux, Tu très peux. honnêtement. Le premier, c'est que le silence est une arme. Mm. Un bon silence bien placé vaut mieux que tous les arguments du monde. Par exemple, quand on est sur une négociation un peu complexe, savoir se taire au bon moment, et je l'ai fait à mes tout débuts. Et c'est un tips que mon chef m'a donné. Sur une négociation très complexe, il m'a dit à un moment, arrête, tais-toi, et attends que l'acheteur redémarre. Il m'a dit, si c'est l'acheteur qui redémarre en premier, il aura perdu la négo. C'est intéressant. Et à la fin, c'était le cas. Et le deuxième, c'est la formulation des contreparties sur une négociation, par exemple. Il y a une énorme différence entre, par exemple, je vais reprendre une analogie avec un enfant, mais il y a une énorme différence de dire à un enfant, tu auras un bonbon si tu ranges ta chambre, ou alors de lui dire, range ta chambre et tu auras un bonbon. Parce que dans un cas, il va se focus sur la tâche, et dans l'autre cas, il va se focus sur la récompense. Donc c'est lequel qu'il faut dire ? Faut se focuser sur la tâche. Antoine, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience, ton parcours et les coulisses de ton métier avec nous. C'était Et tu fais quoi dans la vie ? Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau portrait métier.